Attention, attention, cette vidéo comporte volontairement des arguments fallacieux pouvant être qualifiés de trolls. Merci de ne pas en tenir rigueur et de ne pas considérer cette vidéo comme trop sérieuse. Merci également de ne pas menacer ni ma famille, ni mes amis, ni mon intégrité physique. Sur ce, bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Aventures de G-Man. Je suis Guillaume, et si je vous parle ici à la place de G-Man, c'est pour aborder un sujet un petit peu particulier. Après le visionnage de la saison 1 de Titan, dont G-Man a fait la critique en vlog sur cette chaîne, m'est venu un questionnement assez particulier. Au final, Batman, super-héros ou simple fou? On peut se poser la question du bien fondé du combat et de la croisade du Chevalier Noir, quand on voit plusieurs adaptations, notamment actuelles, de ses aventures sur grand, petit écran ou même sur format papier. Que ce soit dans l'assez récent Batman vs Superman, la série Titan ou le trop décrié mais assez intéressant à mon goût Batman White Knight, que j'ai ici à portée de main. Une très très bonne relecture du mythe de Batman et de sa relation avec le Joker. Et on peut se poser la question de savoir, est-ce que Batman est-il réellement un super-héros? Alors je sais ce que vous allez me dire, Batman est un super-héros, il respecte tous les clichés, etc., tous les critères, mais il faudrait peut-être se pencher un petit peu plus sur le personnage, et se demander, au final, qui lui a donné cette quête. Parce que c'est vrai que tous les super-héros ont une quête, un devoir, etc., et souvent, ils leur sont donnés... c'est une mission qu'on leur a donnée. Vous me dites, mais comment ça? Qu'est-ce qui fait que Batman est moins légitime qu'un autre, qu'un Superman par exemple? Eh bien, Superman a été envoyé sur Terre, certes par son père pour le sauver, mais également pour nous sauver, par ses grandes capacités, afin d'éviter que la Terre subisse le même sort que Krypton. C'est donc son destin. Il a été envoyé sur Terre dans ce but-là. Très bien, Superman est un peu à part, c'est le premier de tous, c'est les super pouvoirs, on sait, tu défends toujours Superman, c'est le plus grand de tous. Même si c'est mon point de vue. Très bien, prenons un autre exemple, prenons un super-héros plus actuel, un petit peu plus récent que le tout premier Superman, un peu plus urbain, je sais pas moi, Spider-Man. Qu'est-ce qui fait que Spider-Man est légitime dans son combat? Eh bien, Spider-Man, lorsqu'il a découvert ses pouvoirs, a commencé à faire un petit peu n'importe quoi les premiers temps. Et c'est à la mort de son oncle Ben que les mots de ce dernier lui reviennent. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est donc pour venger la mort de son oncle Ben et pardonner sa faute que Peter Parker va devenir un justicier. Très bien. Spider-Man, Superman, ils ont des super pouvoirs, c'est autre chose. Prenons un héros plus lié au Chevalier Noir, prenons quelqu'un qui lui ressemble. Tony Stark, Iron Man. Pourquoi Iron Man a pris l'armure? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour il a décidé d'utiliser ses armes pour faire le bien? Tout simplement parce qu'il s'est aperçu que c'était un connard. Et oui, pendant des années, ses armes tuaient, et il s'en battait les couilles, royalement, jusqu'à ce que ça le touche directement. Et là, il s'est aperçu que ses armes tuaient. Et oui, et c'est un des plus grands génies du monde Marvel. Comme quoi. Et oui, donc c'est pour pardonner ses fautes, les fautes de son père, qu'il est devenu un justicier. Mais Batman, vous allez me dire, hey, c'est parce qu'il a assisté impuissant à la mort de ses parents. Qu'est-ce que vous voulez qu'un gamin de 10 ans fasse face à un homme armé, alors que même son père, adulte, en pleine possession de ses moyens, n'a rien pu faire? Batman ne pouvait rien faire, et c'est donc seul qu'il a décidé de prendre les armes. Et là, on commence à se demander, est-ce que la psychologie de ce personnage est intacte? Peut-être pas. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Premièrement, nous allons parler de la psychologie du Batman. Deuxièmement, de son rapport avec les autres. Premièrement, dans un premier point, on va parler de la psychologie du Batman. Parce que oui, on peut parler de psychologie. Et il n'est pas totalement stupide de s'intéresser à la psychologie des personnages fictifs. Au moment de la création du Batman, cela fait une vingtaine d'années que Sigmund Freud a débarqué sur le territoire américain. Au début, ces théories étaient décriées, mais au moment de la création du personnage de Batman, ces théories sont ancrées dans la culture de tous, et même portées au nu. Elles sont utilisées même de récits pulp pour justifier le comportement de certains personnages.
On parle de traumatisme et on commence enfin à avoir des personnages un peu plus complexes et construits psychologiquement. Il n'est donc pas impossible de se dire que les récits de ce bon Sigmund ont pu influencer les auteurs de Batman, notamment sur la construction psychologique quand le personnage est devenu plus dramatique et lorsqu'ils ont voulu étayer sa profondeur. En effet, dans les récits de Sigmund Freud, on parle souvent de personnes dans la psychologie à basculer après des événements particuliers. Dans un premier temps, un traumatisme initial, arrivé dans la petite enfance. Dans le cas de Bruce Wayne, sa rencontre avec les chauves-souris. Et oui, cette chute dans cette grotte qui le traumatisera et qui imprégnera chez lui cette image de chauve-souris est quelque chose qui est apparu plus tard, qui n'était pas originel à la création du personnage, mais qui apparaîtra bien plus tard, et qui a un but lorsqu'on parle de la psychologie du personnage. C'est le traumatisme initial du Batman, de Bruce Wayne. C'est ce qui va ancrer quelque chose en lui. Et la deuxième tragédie, l'élément déclencheur, c'est la mort de ses parents, qui mettra donc Bruce face à son impuissance, fera ressurgir le traumatisme de son enfance, et le tout le fera basculer du mauvais côté de la psychiatrie. Et oui. Alors, je dis pas ça dans le vent, on peut retrouver le parallèle avec différents personnages, et notamment de vrais patients de Sigmund Freud, qui ont eu à peu près le même passif. Je ne vais pas trop spoiler, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais si vous voulez faire la démarche de vous-même, je vous conseille de regarder ce qu'il en est du personnage de Ratman, qui est un vrai personnage réel, qui a fait partie des personnes soignées et traitées par le docteur Freud. On peut trouver un parallèle bien évidemment, Ratman, Batman. N'en parlons pas plus. Le personnage de Bruce Wayne et de Batman est donc quelqu'un qui va s'entraîner pendant des années, suivre une certaine obsession pour atteindre le pinacle de ce que peut être un humain, que ce soit intellectuellement, physiquement, mentalement, pour revenir dans sa ville, Gotham, qui est gangrénée par le crime, et combattre le crime à lui tout seul. Donc personne ne lui a donné cette mission. S'il avait vraiment voulu nettoyer sa ville, il aurait très bien pu devenir flic. C'est volontairement que Bruce Wayne se met hors du cadre de la loi. Il y a donc un rapport assez particulier entre Bruce Wayne et les autres. Il y a d'un côté un complexe de supériorité, il se croit volontairement lui-même au-dessus des lois et capable de faire mieux que la police, qui est en effet gangrénée lors de son enfance à Gotham, mais qui va vite rentrer dans les clous avec l'arrivée de Gordon, et un complexe d'infériorité, faisant qu'il va complexer vis-à-vis d'autres collègues justiciers, notamment Superman. Il y a un vrai complexe d'infériorité par rapport à Superman et à la Ligue des Justiciers pour Bruce Wayne. Mais ça, on en reparlera dans la deuxième partie de la vidéo. De plus, posez-vous 5 minutes. Un homme qui décide de partir seul sur le toit de la ville, certes entraîné, mais pas armé. Très rapidement, Batman a été désarmé dans les comics, il n'a plus d'armes à feu, etc. Donc, décidant de sauter de toit en toit la nuit pour aller attaquer des groupes mafieux armés jusqu'aux dents, donc lui non armé. Et même si actuellement on est d'accord que le costume Batman est pratiquement une armure impénétrable, à l'époque c'était un costume, donc une tenue légère, où il était systématiquement blessé. Comment est-ce que vous appelez ça? Un homme qui va combattre seul des gens surarmés. Oui, ce sont des pulsions suicidaires. Un mec qui va aller combattre seul des mecs surarmés, c'est du suicide. Ce sont des pulsions suicidaires. Et ce combat va le mettre dans un tel état qu'il n'est pas impossible d'avoir un Bruce Wayne qui soit fréquemment dans un état lamentable, qui soit au bord de la mort. Donc, tout à fait logique, si on suit le raisonnement, un mec qui régulièrement va se faire péter la gueule et a besoin de retourner sur le combattre, eh bien oui, il va devoir prendre des produits. Des produits, je ne parle pas d'anabolisants, je parle d'analgésiques, des produits, des antidouleurs, qui à forte dose provoque une accoutumance. Batman est potentiellement un junkie. Oui, désolé que je casse votre enfance au passage, mais réfléchissez un petit peu. Quelqu'un qui va passer des années sur les toits, sur péter la gueule, oui, il est accro aux analgésiques au bout d'un moment. C'est physiologique. Et puis, le fait de combattre le crime en boucle, le fait d'aller au-devant des criminels,
de les stopper, mais de les remettre aux mains de la police. Donc il décide de remplacer la police parce qu'il trouve que le système est corrompu. Mais il remet quand même ses criminels aux mains de la police, qu'il sait corrompu. Donc il sait que le système ne fonctionne pas, mais il joue quand même avec ce système. Donc il sait que les criminels vont ressortir. Pour ce qui est des criminels mafieux, dans un premier temps. On parlera des criminels fous plus tard. Donc, il met en place un cycle. Très rapidement, on sait qu'il va rentrer dans un mode de pensée qui fait que son action est perpétuelle et n'aura pas de fin. Pour les criminels mafieux, comme je vous dis, il les met aux mains de la police. Si la police est corrompue, ils ressortiront. Et pour les criminels fous, vu qu'eux vont pas être jugés normaux et vont être mis en asile psychiatrique, mais bien trop dangereux pour y rester, ils vont ressortir, il est obligé de les réaffronter cycliquement. On a donc Batman qui met en place un cycle et qui revit en permanence ce cycle. Il revit son traumatisme. Son impuissance d'enfant, il la revit en tant qu'adulte. Même s'il est au sommet de la puissance, s'il est au sommet des arts martiaux, s'il est au sommet de l'intellect, s'il est au sommet de la technologie, si bien sûr il est impossible que les criminels lui échappent, ils sont condamnés, et lui est condamné à revivre ça éternellement. Ce qui va bloquer le Batman dans un cycle sans fin, et qui va faire qu'il n'avancera jamais psychologiquement parlant. Et il n'est pas non plus anodin de parler de psychologie. Chez Freud, il y a un grand point que tout le monde connaît, même si la psychologie de Freud est remise en question, est remise en doute, parce que oui, effectivement, c'était les balbutiements, c'était les bases, mais il y a quand même un grand point que Freud a mis en avant, ce sont les trois parties de la psyché humaine. Le moi, le surmoi et le ça. Le moi, c'est ce que l'on présente, c'est le visage que l'on présente au quotidien. Dans le cas présent, c'est Bruce Wayne. Bruce Wayne, c'est ce qu'on montre au grand jour, c'est le playboy milliardaire, un peu désinvolte, etc. Le ça, ce sont les pulsions au fond de soi, vraiment la bête qui sommeille en nous. Dans le cas présent, c'est Batman. C'est cette bête qui n'a plus de limite, qui est là uniquement pour assouvir les pulsions. Et entre les deux, il y a quelque chose de très important qui est là pour empêcher le ça de ressortir trop ou de le filtrer, c'est le surmoi. Et dans le cas de Bruce Wayne, c'est Alfred. Et c'est une excellente transition pour passer à la deuxième partie, la relation de Batman-Bruce Wayne avec les autres. Donc en première partie, on va parler de ses alliés. Donc Alfred. Alfred, c'est le garde-fou de Batman. Il l'a éduqué à la mort de ses parents, il va le pousser sur un certain chemin d'excellence, dans un premier temps lié à son rang, puis va accepter les demandes de son maître, Bruce, et donc va commencer à participer à son entraînement, et même garder son secret. Mais Alfred a un double effet pour Batman. Dans un premier temps, bien sûr, il le préserve, mais dans un deuxième temps, il le bloque, il l'empêche d'avancer, puisque il deviendra un deuxième père pour Bruce, mais lui rappellera constamment ses parents. Il lui rappellera constamment ses parents, que penseraient vos parents de vous, etc. Donc plus concrètement, mais plus finement, ça le rattache à son enfance et à son passé. Et ce n'est pas étonnant que dans de nombreux récits, que ce soit les Dark Knight Returns, etc., ce soit au moment où Alfred décède ou disparaît de la vie de Bruce, que le Dark Knight sombre totalement. Donc l'action d'Alfred sur le Batman est double et très souvent néfaste. Au mieux, il l'empêche d'avancer et, comme je dit précédemment, le maintient dans ce cycle éternel de revivre le traumatisme de la mort de ses parents, lui rappeler son enfance heureuse dans son foyer, auprès de sa famille, et l'impuissance, etc., face au système, face aux criminels, face à tout ça. Mais Alfred n'est pas le seul allié de Batman. Comme je vous ai dit précédemment, il y a la Ligue. La Ligue des Justiciers, donc vous connaissez, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer quelle est la Ligue des Justiciers, c'est quand même le regroupement des plus grands héros de la Terre. Et à sa tête, il y a 3 personnes, mais bon, il est souvent admis qu'ils sont 2, la troisième personne. Je suis désolé de dire ça, je suis désolé, c'est pas du tout ce que je pense, mais un petit peu, c'est présenté comme ça, c'est un petit peu pour ajouter une part de féminité, c'est Wonder Woman, donc, mais elle serait secondaire à la tête de la Ligue. La vraie tête de la Ligue, c'est Batman et Superman. Batman
est dans l'ombre et organise le groupe. Superman est un peu la façade de ce groupe. Et Batman est quasiment le seul humain sans pouvoir de cette ligue. Bien sûr, il y a eu beaucoup de membres, donc il y a eu beaucoup d'autres humains sans pouvoir, etc. Mais c'est vrai que dans le roster de base, donc quand on compte les 7 principaux membres de la ligue, donc à savoir Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Green Lantern et Martian Manhunter, qui sont les membres principaux de la ligue, vous pouvez remplacer Martian Manhunter par Hawkgirl ou Hawkman en fonction des rosters, etc. Ça ne change pas grand chose. Batman est le seul humain sans pouvoir. Et c'est là que Batman va développer, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, un complexe de supériorité et d'infériorité. Infériorité parce que seul humain, supériorité parce qu'il se pense plus intelligent que tout le monde. Alors, effectivement, il est plus intelligent, quoique si on faisait une comparaison pure, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que Superman est aussi intelligent que Bruce Wayne, mais bon, il n'est pas connu pour ça, mais techniquement il est aussi intelligent que Bruce Wayne. Et donc, ce qui va engendrer pour le Dark Knight une psychose supplémentaire, à savoir, ce sont mes amis, c'est même les seuls amis que j'ai, mais je vais quand même prévoir de quoi les détruire. Et c'est vrai que Batman a un plan pour détruire chaque membre de la Ligue. Si vous voulez lire un magnifique récit là-dessus, je vous conseille La Tour de Babel, qui montre comment les plans du Dark Knight pour arrêter la Ligue se retournent contre lui et provoquent la destruction de la Ligue et l'ascension de très grands méchants. Voilà, donc c'est vrai que il psychose le Bruce Wayne, il ne fait confiance à personne. Il ne peut pas faire confiance à qui que ce soit. Et voilà. Et au final, il n'y a pas réellement de stabilité chez ce personnage. Il n'y a pas de stabilité. Ça se voit également avec son rapport aux femmes. Il y a bien sûr le personnage de Bruce Wayne est un dandy milliardaire, etc. Du coup, il s'affiche au bras de top modèles, etc. Jamais les mêmes, donc très clairement, c'est une. Même si c'est un jeu qu'il fait, il joue le jeu de la femme jetable. Très clairement, c'est à qui se pendra à son cou et qui durera le plus longtemps, mais il ne s'engagera pas. Et lorsqu'il s'engagera auprès de femmes, les femmes les plus importantes dans la vie de Batman, elles sont 2. Et c'est très simple, c'est Talia al Ghul, la fille de son pire ennemi, Ra's al Ghul, qui est donc quand même une tueuse assassine à la tête d'une organisation criminelle millénaire, qui lui fera un enfant dans le dos, Damian Wayne. Et donc, niveau couple, on n'est pas sur la stabilité. Et la deuxième femme importante dans le monde de Bruce Wayne, c'est Catwoman. Donc, une voleuse criminelle avec qui il aura une passion charnelle, mais plus au travers de leurs identités. C'est Batman et Catwoman qui sont amoureux, plus que Selina Kyle et Bruce Wayne, à tel point que assez récemment, on devait célébrer leur mariage. Et finalement, je vous dis pas la fin, mais vous aurez compris avec mes propos. Donc le rapport avec les femmes ou les collègues de travail, c'est pas terrible. Qu'est-ce qui reste comme rapport avec Bruce Wayne ? Eh bien, c'est la famille. Comme tout orphelin qui se respecte, Bruce Wayne a essayé de se constituer une famille de substitution. Et l'élément principal de cette famille de substitution pour Bruce Wayne, c'est les Robins. Et là, on va aborder un sujet assez délicat. Parce que soyons d'accord, les Robins, déjà, ils sont nombreux et ils sont interchangeables. Oui, n'importe quel super-héros qui se respecte a un sidekick, un acolyte, quelqu'un qui, voilà. Prenez Green Arrow, qui est souvent comparé au Batman pour ses méthodes similaires et les personnages sont quasi similaires. Il y a eu plusieurs sidekicks. Il a eu Arwet, il a eu Speedy, qui est devenu Arsenal, etc. Mais la majorité de ces sidekicks ont eu des noms différents. Il y a eu des noms différents. Pour Bruce Wayne, son sidekick, c'est Robin, peu importe qui est dans le costume. Et il y a un autre souci avec le personnage de Robin. En fait, Batman, Bruce Wayne, va prendre sous son aile de jeunes personnes qui ont eu des soucis, qui ont le même souci que lui, qui ont vécu un traumatisme similaire, etc. En général. Et il se reconnaît en eux, en fait. Il se reconnaît en eux et va prendre des gens qui, potentiellement, pourraient devenir le Batman un jour. Sauf que déjà, c'est un homme qui adopte un peu de façon compulsive des jeunes garçons. Et en fait, il va les entraîner, leur filer un costume de Robin. Donc même si
Dick Grayson, etc., va un peu forcer dans ce sens-là. Il va quand même les entraîner, les équiper, et les mettre sur des missions à l'âge d'une dizaine d'années. Alors vous allez me dire, c'est ce que c'est... Voilà, il n'est pas encore mentor, mais lui, Bruce Wayne, il a mis des années à s'entraîner, à parcourir le monde, à s'entraîner psychologiquement, physiquement. Il a mis une dizaine d'années minimum dans l'histoire de Batman pour devenir le Batman. Ne dis pas qu'en un an, tu peux entraîner un gamin et avoir assez confiance pour dire ouais, c'est à peu près le niveau que j'avais au début quand j'étais Batman, j'ai confiance. C'est de l'insouciance. C'est de l'insouciance pure. Déjà, petite parenthèse un peu humoristique, hein, prendre un gamin, l'habiller comme tu l'habilles, c'est-à-dire toi tu t'habilles en noir, en armure, histoire de passer discret dans la nuit, etc. Prendre un gamin, l'habiller en fluo, en slip, avec des chaussures de lutin. Regardez les premiers costumes de Robin. Hein. En slip, avec des chaussures de lutin, et dire tu vas faire la même chose que moi. C'est ce qui est dit dans la série Titan, c'est clairement prendre un mec en couleur fluo à côté pour distraire l'attention pendant que toi tu vas casser la gueule aux ennemis. C'est te servir de gamin comme bouclier. Très clairement. Très clairement. Sinon, pourquoi tu les habilles pas en noir? Oui, file-leur une armure, file-leur un pantalon, putain de merde. Et on lui confie des gosses. Gotham City, c'est New York. Il fait froid. Et tu laisses traîner un gamin en slip dans la rue. Bruce, s'il te plaît. Mets-lui un futal. Reprenons un peu les choses sérieusement, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est de l'inconscience d'équiper un gamin de 10 ans, de lui filer des armes. Parce qu'il leur file des armes, hein. Il a des lacrymos, des grappins, etc. Des tonfas, des bâtons. Et viens avec moi, on va combattre le crime. Même si, alors je suis d'accord que dans les récits, majoritairement, les gamins forcent. Il leur dit non, ne viens pas là, cette mission n'est pas faite pour toi. Mais à quel moment tu lui dis, viens avec moi en mission, mais pas celle-là, bah, de base, il l'envoie pas en mission, le gamin, de base. Déjà, apprends à planquer ton matériel de Batman, hein. Ou adopte pas que des génies qui pourraient découvrir en 2 secondes que, hey, je sors la nuit, je rentre le lendemain matin, je suis éclaté de partout. Mais non, j'ai une nuit agitée avec un top modèle. Non. N'importe quel con qui vit 5 minutes avec toi découvre que tu es le Batman. C'est le problème dans tous les récits, voilà. Donc voilà, donc c'est vrai que son rapport avec les Robins est assez particulier. Et puis surtout, dès qu'il commence à être désobéissant, ne plus rentrer dans les clous, bah, il y a un autre, il va dégager, et il va très facilement prendre un nouveau Robin. Alors je sais que éditorialement, dans les comics, ça se justifie parce que le personnage de Robin est important, et c'est pas parce que Dick Grayson a décidé de voler de ses propres ailes qu'on n'a plus le droit d'avoir un Robin. Je comprends. Mais ça va loin, quoi. Il a énormément de... Enfin, tous ses sidekicks, c'est assez particulier. Il a des rapports particuliers avec ses sidekicks. Une fois de plus, je vous conseille de lire Dark Knight, White Knight. Mais bon. Voilà. Alors là, c'était amusant, mais c'était que les alliés de Batman, parce qu'il y a aussi son rapport avec ses ennemis. Et comme je vous ai dit, les ennemis de Batman, ce sont tous des fous. Et oui. Là, enfin, 99% sont des fous. Bien sûr, il y a bien sûr commencé par affronter des mafieux, etc. Mais le roster principal de Batman, contrairement à n'importe quel autre super-héros, est constitué majoritairement de personnes qui vont aller en asile psychiatrique. C'est donc un fou qui tape sur d'autres fous. Mais soyons francs. Et si la justice a décidé que la prison n'était pas la bonne solution, leur taper sur la gueule, est-ce que c'est la bonne solution? Après, je remets pas en question les méthodes de Batman, etc. Je suis d'accord qu'un Joker qui tue des gens, il faut l'arrêter. Mais est-ce que c'est la bonne solution de leur taper sur la gueule? Et j'ai pas pris l'exemple du Joker pour rien, parce que le Joker, pour citer Christopher Nolan dans son film The Dark Knight, le Joker est né de l'apparition de Batman. Et une fois de plus, ça va être en même temps un plaidoyer pour ce comics parce que tout le monde l'a défoncé alors qu'il y a de très très bons sujets là-dedans. Le Joker qui est redevenu à peu près sain, qui est redevenu Jack Napier, dit que le climat de terreur qui est apparu à Gotham City est autant du fait des criminels que de Batman. C'est un jeu au final, c'est une escalade à la violence. S'il n'y a pas eu Batman, est-ce qu'on aurait eu l'épouvantail, Bane? Est-ce que Bane serait venu à Gotham City s'il n'y avait eu Dark Knight, s'il n'y avait pas eu le Dark Knight? Non. Est-ce que le Joker aurait continué? Est-ce qu'au bout d'un moment,
Alors c'est un peu extrême comme solution, mais il n'y aurait pas eu un flic qui lui aurait mis une bastos à un moment. Il n'aurait pas arrêté de façon définitive. Donc effectivement, c'est peut-être pas la solution de tuer quelqu'un, mais est-ce que ça aurait pas sauvé la vie de plusieurs personnes? Est-ce que le fait que Bruce Wayne décide de suivre juste en partie les lois, savoir que quand ça l'arrange, hein, c'est-à-dire je travaille pas avec la police, je travaille hors des lois, mais je ne tue pas parce que voilà, est-ce que c'est la solution? Non. Est-ce que son combat est juste? Je ne pense pas. Mais lui, dans sa psychologie, il est persuadé que ça marche. Et c'est ça le problème avec Batman, c'est qu'il est persuadé que sa méthode est la bonne. Voilà, je vais conclure cette vidéo par ce petit message. Alors effectivement, la majorité de cette vidéo était un troll. Bien sûr, il y a des arguments, beaucoup d'arguments fallacieux, il y a quelques arguments qui sont que je pense, hein, que je peux défendre, etc. Mais pas tous, hein. Il y a beaucoup d'arguments fallacieux, beaucoup d'arguments qui sont de la psychologie de comptoir, qui sont pas forcément justifiés ou qui sont pas du fait des auteurs et qui sont l'interprétation de leur message. Mais voilà, je voulais vous montrer comment, par un certain argumentaire, on pouvait amener à avoir une psychologie particulière et pousser certaines personnes à avoir à épouser son point de vue. Et c'est ce que malheureusement a fait l'un des plus grands super vilains qu'on ait connu nous dans notre monde, nous lecteurs de comics et nous fans de pop culture, c'est le psychologue Frédéric Bertham qui a publié un bouquin immonde et qui a malheureusement bridé et manqué de tuer le monde du comics, notamment du comics de super-héros. Voilà, pendant des années. Et qui utilisait des arguments que j'ai même pas voulu utiliser dans cette vidéo, hein, notamment le prétendu rapport pédophile de Bruce Wayne avec ses jeunes acolytes. Des arguments qui sont démontables très facilement. Mais voilà, donc donc ne prenez pas tout ce que je viens de dire pour argent comptant. On peut en débattre, si vous voulez, dans les commentaires sur ma page Facebook, les aventures de G-Man. N'hésitez pas. Et voilà, donc c'est une petite vidéo qui s'est fait un peu à l'arrache. J'avais commencé à calculer, mais pour être franc, je préfère la faire comme ça. Et voilà, j'espère qu'il y en aura un petit peu plus de temps en temps de ce genre de vidéos, plus sérieuses. Je pense que les cultures G, je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Et bon, on va voir en fonction de vos retours. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo autour de vous, à me rejoindre sur la page Facebook Les Aventures de G-Man, à commenter, à liker, etc., etc. Et on se retrouve très vite, enfin, pas forcément moi, mais vous retrouverez G-Man très rapidement pour des critiques et pour parler de Superman. Enfin, ça fait un moment qu'il en parle de cette vidéo, mais elle arrive, je vous assure. Il y a eu juste quelques petits soucis techniques de générique. Voilà. Allez, ciao!